À Orange, dans le New Jersey, au début du XXe siècle, une usine attire l'attention. Nous sommes à l'entrée de la Première Guerre mondiale et bien sûr les États-Unis participent à l'effort de guerre. L'usine appartient à l'United States Radium Corporation et elle a été fondée en 1914 justement. Officiellement, l'entreprise incarne le progrès. Elle exploite une nouvelle substance qui est fascinante et mystérieuse, le radium. Et ceci afin de produire une peinture luminescente, donc qui brille dans le noir, à destination des montres et surtout de l'équipement militaire. Cette peinture, qui porte le nom de Undark, brille dans le noir sans électricité. Et ça, pour l'époque, c'est une prouesse technologique. Mais derrière cette lumière artificielle et cette prouesse technologique se cache l'une des pages les plus sombres de l'industrialisation américaine. Ces usines embauchent des femmes. Et pour les femmes de cette époque-là, ça représente une réelle émancipation jamais vue. Nous sommes dans les années 1910 et les emplois féminins bien payés se font rares. Leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est de peindre sur le cadran des montres des chiffres minuscules avec la peinture d'Undark. Grâce à ces montres et à cette peinture luminescente, les militaires vont pouvoir avoir l'heure de jour comme de nuit. Et ça, sur le front de la Première Guerre mondiale, c'est un avantage considérable. Sauf que les chiffres sur une montre, c'est tout petit. Et pour accomplir ce travail de précision, on va leur enseigner une méthode, une technique. Elle consiste à affiner le pinceau avec le bout de ses lèvres. Ensuite, on peut tremper dans la peinture et enfin tracer le trait. Des centaines et des milliers de fois par jour, les femmes vont reproduire ce même geste. Et ce geste n'est pas à l'initiative des ouvrières, c'est bien les supérieurs qui vont encourager à le réaliser, car il permet d'aller plus vite et surtout d'obtenir des traits plus fins. Et ça répond surtout à un besoin, puisque après quelques coups de pinceau, celui-ci commence à perdre sa forme. Alors voilà comment on gardait les pointes des brosses à poils de chameau fines et propres. La peinture était bien évidemment complètement sans saveur et les superviseurs leur ont assuré qu'elle ne risquait absolument rien et que les joues roses qu'elle commençait à arborer étaient l'unique effet physique qu'elle pourrait constater. Donc au début, tout va bien. Puis lentement, les corps commencent à lâcher. Les premières douleurs commencent à apparaître dans la bouche. D'abord des maux de dents, puis des gencives douloureuses, puis viennent des fractures spontanées et enfin des mâchoires qui se désagrègent. Sans parler des maladies de la moelle osseuse qui se déclarent. Pour comprendre comment cela peut être possible, il faut se remettre dans le contexte scientifique de l'époque. Le radium, c'est un élément naturel qui est présent en très faible quantité dans les minerais d'uranium. Il est d'ailleurs même très radioactif et même plus que l'uranium lui-même. Donc c'est un élément chimique qui existe dans la nature mais en quantité extrêmement infime. Ce qu'il se passe pour nos ouvrières, c'est que quand le radium est inhalé ou avalé, l'organisme l'intègre directement dans l'os. Exactement comme le calcium par exemple. Résultat, le radium va se retrouver coincé dans le squelette. Et il va continuer à émettre des radiations jour après jour, irradiant donc directement la moelle osseuse et les tissus voisins. C'est pour ça que le radium ne provoque pas de brûlure immédiate visible, mais plutôt des dommages lents et profonds comme des nécroses osseuses par exemple, ou alors des fractures spontanées ou encore des cancers. Il s'agit d'une source radioactive intense qui est impossible à éteindre une fois qu'elle est dans le corps. Et c'est précisément ce mécanisme qui rend le radium si fascinant au début des années 1900. Et pourtant, on va le voir, il va être très meurtrier. Alors, si je vous dis ça, bien sûr, vous allez me dire que vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver dans la même pièce que du radium et encore moins de l'inhaler ou de l'avaler. Et je vous dirais que vous avez raison. C'est d'ailleurs très sain comme réflexion. Mais alors, comment ces femmes ont pu lécher des pinceaux pendant des années avec cette peinture et donc
en ingérer aussi en même temps, sans que personne ne lève le petit doigt. Et bien d'abord, il faut se dire qu'au début du XXe siècle, la radioactivité est une découverte récente. Elle est très mal comprise et plutôt entourée d'un halo d'enthousiasme. Lorsque Pierre et Marie Curie vont travailler le radium à la fin du XIXe siècle, la substance les fascine. Elle brille faiblement dans le noir et elle dégage une chaleur sans qu'il n'y ait de combustion. Pour beaucoup, elle incarne donc la science du futur. Et un homme va jouer un rôle clé dans la popularisation du radium. Il s'agit de William Joseph Hammer. C'est un inventeur américain et aussi un collaborateur de Thomas Edison. Et William Joseph, il va découvrir très tôt les propriétés du radium. Il va donc donner des conférences, il va écrire des livres et surtout il va vanter les bienfaits thérapeutiques du radium. Et il est même le premier à proposer le radium comme traitement contre le cancer. En juin 1901, Pierre Curie et Henri Becquerel publieront ensemble une note sur les effets physiologiques des rayons du radium. C'est les débuts de la radiothérapie que l'on appelait à cette époque-là la radiumthérapie ou la Curie-thérapie. Ainsi, les médecins vont se servir d'aiguilles ou encore de pansements ou de cataplasmes avec du radium dessus pour guérir le cancer. Mais ils peuvent s'en servir à peu près pour toutes les affections cutanées. Cette même année, Henri Becquerel et les Curie vont être récompensés pour leurs recherches. Ils vont recevoir le prix Nobel de la physique. Et alors, à ce moment-là, le radium va être utilisé pour toutes sortes de produits, qu'ils soient alimentaires ou non d'ailleurs. On peut parler des pommades, des compresses, des ampoules, de l'eau avec du radium, de la laine, des compléments alimentaires même pour les animaux, du dentifrice et même des suppositoires. Et tout ça avec du radium bien sûr. Lorsque les Curie vont offrir un petit peu de radium à leur ami Joseph William Hammer, celui-ci va le mélanger à un petit peu de colle et du sulfure de zinc. Le résultat est spectaculaire. On obtient une peinture qui brille dans le noir. Comme on le disait précédemment, cette invention devient stratégique lors de la Première Guerre mondiale. Les soldats doivent lire l'heure dans l'obscurité et le département de la défense va donc passer commande. Et c'est comme ça que notre entreprise de l'United States Radium Corporation, fondée par Sabine Arnold von Sokowski et George S. Willis, prospère en se spécialisant dans la peinture luminescente. Et donc entre 1917 et 1926, l'entreprise extrait, purifie et utilise à grande échelle du radium. Dans l'usine du New Jersey, il y a plus d'une centaine de jeunes femmes qui sont employées et elles vont appliquer la peinture indark à la main. À savoir que du coup, dans l'usine, les murs brillent, ainsi que l'étable mais aussi les vêtements. La poussière elle-même brille. Et puisque cette substance est présentée comme inoffensive, les ouvrières s'en amusent. Elles peignent pour s'amuser leurs ongles, leurs dents ou encore leur visage et personne ne va les en empêcher. Et les inquiétudes vont être encore réduites parce que le radium va être prescrit pour toutes sortes d'élixirs médicaux. D'ailleurs, l'une des boissons médicales le plus vendues jusqu'en 1931 sans ordonnance est le Raditor. Il contenait suffisamment de radium pour tuer des centaines et des milliers de personnes qui en ont consommé régulièrement. Mais à savoir qu'en réalité, les scientifiques savaient que le radium était nocif. Et les propriétaires des usines le savaient également. D'ailleurs, ils étaient plus familiers avec les dangers de la radioactivité et c'est pour cela qu'ils prenaient toutes les précautions quand ils rentraient dans l'usine. Ils portaient des masques, ils utilisaient des pinces quand ils devaient manipuler le radium. Ils travaillaient également derrière des écrans de plomb. Bref, ils savaient très bien que le radium est environ 1 million de fois plus radioactif que l'uranium. Et comble de l'ironie, il se passe entre eux des documents qui parlent des effets nocifs du radium. Mais à l'intérieur de l'usine, où presque toutes les surfaces brillent par la radioluminescence, évidemment les ouvrières n'en ont aucune idée. Et parmi toutes ces ouvrières, on va parler de Grace Freyer. Elle a été engagée en 1917, elle avait 18 ans et elle est partie de l'usine en 1920. Peu après, ses dents commencent à tomber. Sa mâchoire se déforme, se désagrège et elle souffre de nécrose osseuse. Sa mâchoire était comme
alvéolée de plein de petits trous, rappelant un petit peu les tissus qui sont mangés par les mites. Alors bien sûr, nous, on sait que c'est à cause de l'irradiation prolongée qu'elle a subie, sauf qu'elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. À savoir aussi que les premiers symptômes se déclarent environ 5 ans après avoir été exposée au radium. Et l'usine cachait assez bien les problèmes de santé de ses employés. Certains décès ont même été attribués à la syphilis pour ternir la réputation des femmes malades. On peut parler par exemple de Molly Maja. Elle avait 24 ans. Sa mâchoire était rongée par une tumeur. Elle se désagrégeait et elle a perdu la plupart de ses dents. Puis sa gorge grossit, une tumeur grossit, et le 12 septembre 1922, à cause de cette tumeur qui est devenue tellement grosse, sa veine jugulaire explose. Ce sera la première à succomber. La famille, qui est honteuse d'un potentiel décès dû à la syphilis, se taira. Dans les mois et les années qui suivent, plusieurs femmes de l'US Radium verront leurs dents tomber également, mais aussi elles vont perdre des bouts de mâchoire et développer des tumeurs cancéreuses. En un an, 50 jeunes filles vont avoir ces symptômes-là et 12 d'entre elles vont décéder. Ce n'est qu'en 1925 que les problèmes de santé de Grace Freyer seront reconnus. Un médecin va suggérer que ces problèmes de mâchoire sont peut-être dus à son ancien emploi chez l'US Radium. Face à la multiplication des maladies inexpliquées chez les ouvrières, un médecin, Harrison Martland, qui est médecin légiste du New Jersey, décide de tester une hypothèse qui est alors largement ignorée jusqu'à maintenant. Et si le radium était le responsable de la dégradation spectaculaire de la santé des jeunes ouvrières? Son objectif est clair, désigner si oui ou non l'exposition au radium et surtout son ingestion peut expliquer les symptômes observés. Pourtant, dès 1901, il est établi qu'une exposition peut être dangereuse. Pierre Curie lui-même avait dit qu'il refuserait de rentrer dans une pièce qui contiendrait 1 kg de radium pur, conscient que cela pouvait provoquer de graves brûlures, la perte de la vue ou encore la mort. Mais ce que Martland va mettre en évidence dépasse largement ses connaissances. Il démontre qu'une ingestion répétée de radium, même à des quantités infimes, est bien plus destructrice qu'une exposition externe. Ces recherches vont révéler que une fois avalé, le radium ne peut pas quitter le corps. Il va se fixer dans les os et émettre des radiations de manière constante. Ces radiations vont attaquer lentement l'organisme de l'intérieur, rongeant les os alors même que les femmes sont toujours en vie. Le squelette va donc devenir complètement friable. Et les séquelles sont effroyables. Par exemple, la colonne vertébrale de Grace Freyer va complètement exploser, au point qu'elle va devoir porter un corset métallique pour pouvoir maintenir son corps. Chez d'autres ouvrières, la mâchoire est entièrement détruite. Leurs jambes raccourcissent, se déforment et deviennent aussi fragiles que des coquilles d'œufs, provoquant fracture sur fracture sans le moindre choc. Les travaux de Martland vont donc apporter la preuve irréfutable que les ouvrières attendaient. Le radium est un poison lent, invisible et surtout mortel lorsqu'il est ingéré. Alors que Grace et les ouvrières commençaient à explorer la possibilité de la dangerosité du radium, un spécialiste de l'université de Columbia, Frederick Flynn, qui est payé par l'US Radium, va examiner Grace Freyer et il va la déclarer en parfaite santé. Et ce n'est que 1 an plus tard qu'on va découvrir que Flynn n'était en réalité pas un médecin mais un toxicologue. Et lors de l'examen, l'autre spécialiste présent n'était autre que le vice-président de l'US Radium. À savoir que quelques années plus tôt, l'US Radium a commandé à Cecil Drinker, un professeur de physiologie, pour étudier les conditions de travail de l'usine. Et le rapport de Drinker était grave. Il indiquait une main-d'œuvre fortement contaminée et surtout des ouvrières qui n'avaient aucune idée de la dangerosité du matériau qu'elles étaient en train de manipuler. En d'autres termes, il dit que la contamination est massive et que les conditions de travail sont dangereuses. Mais le rapport final qui va finalement être fourni au ministère du Travail crédite bien Cecil Drinker en tant qu'auteur, mais les descriptions inquiétantes ont été remplacées, disant, je cite, que chaque fille était en parfait état.
Pire encore, bien que le rapport de Drinker recommandait des changements, que ce soit dans les procédures ou les conditions de travail, évidemment, aucun responsable de l'US Radium ne va en tenir compte et aucun changement ne sera fait pour protéger les employés. Se rendant bien compte que finalement les problèmes de santé que subissait Grace Freyer étaient bien dus à son ancien poste, à son ancienne entreprise, l'US Radium. Elle et 4 autres de ses collègues décident d'intenter un procès contre leur ancienne entreprise. Sauf que trouver un avocat qui est prêt à défendre des femmes malades contre une énorme entreprise prend du temps. Et la société, elle, est puissante et influente et elle fera tout pour retarder le procès. La situation des femmes qui se savent condamnées a suscité bien sûr la sympathie et l'empathie de la presse qui va les appeler les Radium Girls. Finalement, c'est un jeune avocat nommé Raymond Berry qui va accepter de les représenter. Le problème, c'est que la justice et l'administration, c'est lent. Et quand on est contaminé gravement au radium et qu'on se sait condamné, on n'en a plus beaucoup du temps. Donc l'état de santé de ces 5 femmes va s'aggraver considérablement. À tel point que lors du procès, l'année suivante, en 1928, aucune ne put lever le bras pour prêter serment. Pour 2 d'entre elles, même, elles ne pouvaient même pas s'asseoir sans un corset lombaire. Lors de la 2e audience, 4 mois plus tard, aucune ne put s'y déplacer pour y assister. Pendant ce temps, l'US Radium use et abuse de toutes les tactiques juridiques pour faire retarder le procès. Ils ont bien compris que s'ils arrivaient à gagner quelques mois, il n'y aurait bientôt plus personne pour réclamer quoi que ce soit. Malheureusement, ils vont avoir gain de cause et le procès sera ajourné pour septembre prochain, soit 5 mois plus tard. Mais coup de théâtre. Quelques jours avant la fin de ce procès, les 5 Radium Girls vont convenir d'un accord avec l'US Radium. Donc elles vont avoir chacune 10 000 $. C'est l'équivalent d'à peu près 135 000 $ aujourd'hui. Plus une rente annuelle à vie de 600 $. Autant dire qu'aucune ne vivra très longtemps et malheureusement cette rente, elles vont pas beaucoup en profiter. Ce n'est qu'après la mort d'Eben Byers, un riche industriel qui est mort empoisonné par le fameux Raditor dont nous avons déjà parlé, le 31 mars 1932, que la contamination au radium est prise un tout petit peu plus au sérieux. Le Raditor, c'était un remède qui était censé soigner à peu près 150 maladies, mais il était surtout pris en cas de fatigue ou d'impuissance masculine. Il se composait d'eau distillée contenant du radium. Malheureusement, la plupart des Radium Girls vont succomber entre 1928 et 1933. Grace Freyer est décédée à l'âge de 34 ans le 27 octobre 1933 d'un sarcome à l'épaule qui a bien sûr été déclenché par l'exposition au radium. Ce procès et ses conséquences s'arrêtent donc ici. Mais en 1937, soit 4 ans plus tard, après le premier procès lié au scandale du radium, un second groupe de jeunes femmes décide de faire face à la justice. Cette fois, elles travaillent dans une usine située à Ottawa en Illinois et elles présentent toutes les mêmes symptômes, les douleurs aux dents, les dents qui tombent, la mâchoire qui s'effrite. Grâce à leur avocat qui a fait un travail minutieux de regrouper toutes les preuves qui indiquent que oui, le radium est nocif pour la santé et après des mois de procédure, la justice tranche enfin. En 1938, le verdict est en faveur des jeunes femmes. Pour la première fois, leur maladie est officiellement reconnue comme une conséquence de leur travail. Et parmi ces jeunes femmes, une en particulier va marquer le procès. Il s'agit de Catherine Donohue. Elle commence à travailler en 1922 à 18 ans à l'usine d'Ottawa. 15 ans plus tard, on est en 1937, elle n'a que 33 ans mais son corps est complètement ravagé. Elle souffre de fractures multiples, ses os sont hyper fragiles et il y a comme des petites galeries qui ont été creusées à l'intérieur. Elle est si faible qu'elle ne peut même plus sortir de son lit. Malgré cela, elle va quand même accepter de témoigner devant la justice. Elle explique alors que son combat ne concerne pas seulement son propre sort, mais aussi de toutes ces femmes qui ont souffert avant elle et celles qui souffriront après elle. Mais la victoire
victoire judiciaire n'est que de courte durée puisque l'entreprise à Ottawa va fermer ses portes et elle va déménager près de New York. Ce simple changement d'état fait en sorte que selon les lois américaines, l'entreprise n'est plus obligée d'indemniser les jeunes femmes et donc d'appliquer la justice. Si certaines des victimes vont recevoir finalement, après beaucoup de combats, 10 000 $ en compensation, pour d'autres, malheureusement, il est déjà trop tard. Catherine Deneuve, figure centrale de ce combat à ce moment-là, meurt durant l'été 1938. Elle n'a bien sûr jamais obtenu la moindre compensation. La dernière Radium Girl connue était Mae Keane. Elle est morte en 2014 à l'âge de 107 ans. Elle n'aimait pas ce travail et donc n'a manipulé le radium que quelques mois. Pour autant, elle a quand même perdu la totalité de ses dents et a contracté par la suite un cancer du côlon puis un cancer du sein auquel elle survivra. Cette tragédie, bien que médiatisée, n'a pas immédiatement modifié les lois concernant la manipulation du radium. Avant, pendant et après ces événements, on estime que des milliers de personnes ont été exposées au radium. Des hommes et des femmes qui travaillaient avec cette substance et qui ne seront pour la plupart jamais indemnisés ni pour leurs souffrances ni pour leurs frais médicaux. Cependant, par la suite, le combat mené par les Radium Girls a profondément marqué le droit du travail. À la suite de quoi, l'État américain va commencer à reconnaître qu'effectivement certaines maladies peuvent être liées à l'environnement professionnel. On va parler d'indemnisation aussi de ces maladies professionnelles et on va parler aussi d'attaquer en justice les managers et responsables qui seraient négligents. Comme on le voit, la protection des travailleurs va grandement augmenter et va contribuer aussi à la régulation des entreprises. L'impact de cette affaire va largement dépasser les États-Unis. Par exemple, en Europe, donc chez nous, en France, en Belgique, mais aussi en Allemagne, on va aussi améliorer les conditions des travailleurs et des travailleuses. À partir de la fin des années 30, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, les pays vont légiférer, surtout dans l'exposition aux substances dangereuses dans le cadre du travail. La responsabilité juridique des employeurs face aux employés est progressivement mise comme un principe fondamental. Et à partir des années 40, l'utilisation industrielle du radium est de plus en plus encadrée. Les autorités sanitaires vont enfin reconnaître les pathologies liées au radium, les cancers, les nécroses osseuses, mais aussi les anémies graves. Et ces événements vont également jouer un rôle déterminant dans la recherche médicale, notamment sur les effets du radium sur le corps. Les données issues des victimes permettent d'améliorer la compréhension qu'on va en avoir. Et ces connaissances vont pouvoir être utilisées par des professionnels du cancer, comme les oncologues. Enfin, le combat des Radium Girls, c'est aussi un combat féministe. Ces jeunes femmes sont issues, pour la plupart, des milieux modestes, sans pouvoir politique ni économique, et elles ont réussi à faire condamner une grande entreprise et à faire porter leur voix. Et cela va contribuer à questionner la place de la femme dans le monde du travail. On peut dire que les Radium Girls ont eu vraiment un impact encore visible aujourd'hui dans les lois liées au travail, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Quant aux Radium Girls, en 2011, la radioactivité était encore détectable sur les tombes de certaines d'entre elles, tant leur contamination était grande. Lorsque j'étais en train d'écrire cette vidéo et que j'avais presque fini, j'ai vu que un YouTuber que j'aime beaucoup a sorti une vidéo sur le même sujet. Il s'agit de L'Histoire nous le dira. Je vous mets la vidéo dans la barre de description si jamais vous voulez voir quelqu'un d'autre raconter cette histoire sous un prisme différent. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.